16 février 2009, 241 Rock Raymond Road, Connecticut. Charla Nash se gare dans la cour de son amie d'enfance, Sandra Herold, pour l'aider avec un problème concernant son singe domestique. Elle sort de sa voiture, commence à se rapprocher de la maison, et Travis, le chimpanzé de son ami, se met à lui foncer dessus et l'attaque avec une violence terrifiante. Il la plaque au sol, lui attrape la tête et se met à lui dévorer le visage frénétiquement, la laissant à peine en vie dans une mare de sang. Sandra va paniquer, ce qui est totalement normal, et elle va appeler la police. Les forces de l'ordre vont arriver quelques minutes plus tard, découvrant Travis toujours frénétiquement en train de déchirer Charla Nash. Travis va apercevoir le véhicule, il va les charger et tenter d'ouvrir la portière pour s'en prendre aux policiers. Ces derniers vont également paniquer et vont tirer 4 balles dans le torse du chimpanzé, ce qui ne va même pas être suffisant pour le mettre à terre. La rage de Travis va se transformer en peur et il va se réfugier dans sa maison, plus précisément dans sa cage, là où il finira par décéder d'une hémorragie interne. Suite à cet incident, il va avoir plusieurs noms. Monstre enragé, bête sanguinaire, tueur incontrôlable, faisant de lui vraisemblablement le méchant de l'histoire, mais l'est-il vraiment? Moi c'est Kumo, et laissez-moi vous présenter la terrible histoire du chimpanzé qu'on a voulu transformer en humain, Travis. 21 octobre 1995. Ce que vous entendez là, c'est Travis qui vient de naître dans une installation privée faisant de l'élevage de chimpanzés, qui sont ensuite destinés soit à la télé, soit à la vente pour des particuliers. Il découvre très brièvement le monde qui l'entoure, c'est à peine se déplacer, puis 3 jours après sa naissance, il va être vendu pour une somme de 50 000 $ à un couple américain vivant à l'autre bout des États-Unis. À seulement 3 jours, il va parcourir 1600 km dans des conditions horribles pendant 2 jours, avant de finalement être récupéré par ses nouveaux parents adoptifs, Jérôme et Sandra Herold. Ce couple, c'est vraiment le couple classique des États-Unis. Ils sont assez spéciaux et excentriques, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est des personnes qui sont super gentilles et qui ne feraient de mal à personne. Et effectivement, au moment de l'arrivée de Travis, leur seule réaction va être de pleurer de joie. Pour vous les présenter un peu plus, Jérôme et Sandra sont tous les deux patrons d'une entreprise de remorquage qui fonctionne plutôt bien. Et elle fonctionne d'ailleurs tellement bien qu'ils sont les heureux propriétaires d'une énorme maison et qu'ils ont même pu s'offrir le luxe de s'acheter un chimpanzé. Par contre, malgré leur réussite professionnelle, les deux ont été victimes d'un drame absolument terrible. Quelques années avant l'acquisition de Travis, ils ont tous les deux perdu leur fille. Et gardez cette information en tête parce qu'elle va nous permettre d'expliquer pas mal de choses. Dès son arrivée, Travis va découvrir le monde comme le ferait un jeune enfant humain. Ses parents adoptifs vont le considérer littéralement comme un fils et vont même le pourri gâter. Très rapidement, il va avoir énormément de jouets. L'accès à la télévision, commencera même à apprendre à jouer à certains jeux de société, il y aura des promenades avec Jérôme, et pour le moment, il faut bien le dire, mais tout semble idyllique. Les premiers mois, Travis est totalement ravi, il est épanoui, pendant que Jérôme et Sandra sont comblés par ce petit être qui est clairement leur nouvel espoir. Et on pourrait s'imaginer que Travis ressente un manque pour sa mère biologique, mais c'est absolument pas le cas. Déjà parce qu'il a pas eu le temps de s'y attacher en 3 jours, mais aussi parce que sa vie pseudo-humaine le comble de distractions et d'interactions en tout genre, ce qui fait qu'il n'a absolument pas le temps d'y penser. 1 an après son adoption, il sait déjà faire énormément de choses, et évolue beaucoup plus vite qu'un enfant de notre espèce le ferait pour le même âge. Tout le voisinage le connaît très bien, et également la meilleure amie d'enfance de Sandra, qui vient les voir quotidiennement, Charla Nash. Charla, c'est une jeune femme qui a une vie totalement classique. Elle a une petite fille, enchaîne des petits boulots en fonction du besoin d'argent, et considère Sandra comme sa sœur. C'est même d'ailleurs arrivé que Sandra recrute Charla dans leur entreprise de remorquage pendant quelques mois pour la dépanner, et il n'y a jamais eu absolument aucune tension entre elles. Par contre, il faut le dire, mais l'arrivée de Travis l'a un peu perturbé. Au début, évidemment, tout se passait super bien, ils accueillent un bébé chimpanzé extrêmement mignon, personne ne pourrait ne pas l'aimer, mais très rapidement, Travis va sortir de ce stade de bébé et va commencer à grandir. Et vous allez voir, on peut très vite comprendre pourquoi elle était pas forcément à l'aise. D'ailleurs, 1 an après son arrivée chez les Herold, il y a une voisine qui a affirmé que Travis a tenté de l'attaquer. Lorsqu'elle est sortie de chez elle et allée dans sa voiture, Travis l'aurait chargée, aurait tenté d'ouvrir la portière pour la sortir de son véhicule, puis de la mordre. I asked her if I could say hello to I thought he was a monkey at the time. She said absolutely. So I started reaching to shake his hand and he grabbed it when it got to the side view mirror on her side and started pulling me towards, inside the car. And then I'm pulling back and he bit down on my
hand. Mais bon, là où ce comportement aurait pu être un signe précurseur que les chimpanzés sont pas forcément adaptés à la vie urbaine, eh ben il va être absolument pas pris en considération. Que ça soit par le couple, voire même les autorités, il y a absolument personne qui va rien mettre en place. À cette période, Travis avait déjà appris encore plus de choses qu'avant. Il savait manger à table, s'habiller tout seul, se brosser les dents, voire même nourrir les chevaux. Ce qui d'ailleurs me rappelle une certaine scène de la planète des singes. Plus Travis apprenait de choses, plus les Héroldes s'enfonçaient dans l'illusion qu'ils pourraient remplacer leur fille avec ce chimpanzé. Les quelques écarts rapportés par la voisine, par exemple, ne valaient absolument rien à leurs yeux et n'étaient qu'un tout petit nuage dans le magnifique tableau qu'ils peignaient de Travis. Mais malheureusement, cette illusion allait se dissiper avec sa première attaque enregistrée. Mais avant de vous détailler ce qui s'est passé, je vous envoie avec mon moi du futur qui va vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que MyHeritage. Pour ceux qui les connaissent pas, c'est un site avec une énorme base de données qui comprend plus de 33 milliards de documents historiques avec des actes de décès, de naissance, de l'armée, etc. Et tous ces documents, ils vont tout simplement vous aider à retracer votre arbre généalogique et découvrir potentiellement que vous descendez d'une famille royale ou encore de grands inventeurs. À tout moment, il y a un trésor national qui devrait vous revenir et vous êtes même pas au courant. Et pour vous prouver que c'est pas que des belles paroles et vous donner un exemple de ce que nous on a trouvé, l'arrière grand-père de mon monteur, c'était le receveur des fermes de Louis XV au XVIIIe siècle. Rien que ça. Quand je vous dis qu'on peut découvrir des dingueries, c'était pas une blague. Et ça encore, c'est qu'une seule des 213 correspondances que MyHeritage a découvert avec son arbre généalogique. En plus de ça, l'inscription est totalement gratuite pendant 14 jours en utilisant le lien en description, ce qui vous laisse largement le temps de rentrer toutes vos informations et de faire énormément de découvertes. Et pour ceux qui ont des familles qui se sont séparées au cours de leur histoire, il y a même des fonctionnalités de recherche automatique qui vont vous permettre de retrouver des cousins éloignés, ce qui vous permet de rencontrer d'autres branches de votre famille, ce que je trouve génial. Et d'ailleurs, si vous avez des photos en noir et blanc ou juste d'anciennes photos de vos ancêtres, il y a beaucoup d'outils sur MyHeritage qui vous permettent de les rendre vivantes, ce qui vous permet d'avoir une meilleure idée d'à quoi ils ressemblaient vraiment de leur vivant. Gratuit pendant 14 jours, permet de retracer l'entièreté de votre arbre généalogique, de savoir où vivaient vos ancêtres, ce qu'ils faisaient dans la vie, et même de redonner vie à vos photos. Franchement, impossible de faire mieux. N'hésitez pas à découvrir gratuitement d'où vous venez en cliquant sur le lien en description, ce qui soutient énormément la chaîne. Merci encore à MyHeritage pour leur confiance, et maintenant revenons à la première attaque de Travis. Bon, avant de vous détailler l'événement, il faut que je vous explique comment fonctionne l'évolution du comportement chez les chimpanzés. À l'état naturel, les chimpanzés sont dans la période infantile jusqu'à l'âge de 4 ans. Ils sont totalement dépendants de leur mère et ne s'éloignent que très peu des endroits où ils se sentent à l'aise. Puis à partir de 4 ans, ils entrent dans la période juvénile, qui correspond à une phase d'exploration et de découverte un peu plus autonome. Ils vont tenter des interactions sociales avec les autres singes qu'ils considèrent comme appartenant à leur groupe, et vont être moins dépendants directement de leur mère, puis cette phase va se terminer vers l'âge de 8 ans, et elle va être remplacée par l'adolescence. Celle-là, c'est clairement la phase la plus chaotique, un peu comme chez les humains d'ailleurs. Les chimpanzés vont commencer à avoir des besoins sexuels, et vont également se mettre à vouloir s'affirmer dans l'échelle sociale en entamant des actes de dominance, qui se traduisent la plupart du temps par de la violence. Puis à partir de 13 ans, ils sont considérés comme des adultes, et finissent par atteindre leur taille et leur force maximale. Maintenant que vous avez ces infos, essayez de les garder dans un petit coin de votre tête, on va les réutiliser un petit peu plus tard. Mais prenez aussi en compte que ces infos sur l'évolution des comportements des chimpanzés en fonction de leur âge, elles ont été faites suite à des observations qui ont été réalisées dans leur état naturel. Et Travis, lui, il est tout sauf dans son lieu de vie naturel. Et pour vous dire, à partir de ses 3 ans, il va commencer à se prendre de passion pour regarder le baseball à la télé, et il va même attendre le camion de glace qui passe dans le quartier à l'heure où il est censé passer, exactement comme un cliché de série américaine. Et c'est aussi à cette période que la première vraie grosse erreur des Héroldes va apparaître. Jérôme, totalement perdu dans l'admiration de l'évolution du chimpanzé qu'il considère comme son fils, va totalement oublier les limites et va commencer à lui faire boire de l'alcool à table en même temps que lui. Oui. Il s'est mis à donner de l'alcool à un chimpanzé de 3 ans qu'il considérait comme son fils. Et oui, nous ça nous paraît lunaire, en tout cas moi ça me paraît lunaire, et j'espère que vous aussi parce que ça l'est, mais si on essaye de se mettre un petit peu à leur place et de se mettre dans la tête de quelqu'un dans les années 90, il y avait beaucoup moins de connaissances sur les chimpanzés, sur les effets de l'alcool et sur les animaux, donc évidemment on peut comprendre que c'était peut-être un peu moins lunaire à l'époque, même si en soi ça devait quand même l'être un peu. Et puis au final j'ai envie de dire peu importe notre avis, parce que à l'époque Travis, lui, il semble plutôt satisfait de cette nouvelle habitude. Il va y avoir absolument aucun nouveau comportement inhabituel qui va apparaître suite à cette nouvelle habitude, ce qui va d'ailleurs laisser les Héroldes s'enfoncer encore plus dans leur illusion de monde totalement parfait.
Et ils vont d'ailleurs tellement s'y enfoncer qu'ils vont commencer à contacter des chaînes de télé américaines au début des années 2000 pour présenter Travis au monde entier. Et clairement, bah ça marche énormément. Ils seront invités dans 2 talk shows très populaires à l'époque et Travis sera même présent dans une pub Coca-Cola. Travis qui devient simplement une superstar. GG à lui. Mais bon, je dis ça, mais évidemment à l'époque, il y a énormément de personnes qui y voient une instrumentalisation de Travis par les Herald qui cherchent juste à faire de l'argent avec lui. Mais personnellement, je suis pas vraiment de cet avis. Dans tout ce que j'ai pu lire et voir, ce qui ressortait le plus, c'est vraiment l'amour des Herald pour Travis. Et je pense sincèrement qu'ils en étaient tellement fiers qu'ils voulaient simplement montrer la capacité de réflexion et d'apprentissage du chimpanzé qu'ils considéraient comme leur fils. Sauf que, bah, malgré tout l'amour qu'ils pouvaient lui donner, bah, ça restait un simple couple civil qui n'avait aucune connaissance spécifique en matière d'éducation et de dressage d'un primate. Contrairement à des experts et à des scientifiques qui étudient les singes et les chimpanzés dans leur milieu naturel, Jérôme et Sandra ne sont qu'un simple couple totalement normal, sans aucune habilitation particulière, et n'ayant que leur triste expérience de parents pour éduquer Travis. Et clairement, ce manque d'expérience va les amener petit à petit au premier tournant majeur de cette histoire, qui va enclencher la descente aux enfers de Travis. Après son éclat auprès du grand public, Travis est reconnu par de plus en plus de monde lors de ses balades quotidiennes. Et mis à part quelques interactions avec des chiens, bah tout semblait se passer pour le mieux. Travis prenait petit à petit de plus en plus confiance en lui, tout en grandissant physiquement. Au début des années 2003, Travis atteint sa 8e année. 8 ans. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est l'âge qui marque le début de l'adolescence chez les chimpanzés. Et clairement, ce changement de comportement, ça va pas louper pour notre protagoniste. À cette période, il va commencer à devenir de plus en plus rebelle avec tout le monde. Il va faire des petites crises d'ado, refuser de sortir à plein de moments, et clairement, bah là-dessus, il y a pas mal de points communs avec les ados humains. Cette période, elle va d'ailleurs marquer le début des véritables inquiétudes de Charla, qui, contrairement à Sandra et Jérôme, voyait très clairement l'évolution de la situation et là où ça pourrait éventuellement mener. Mais bon, malgré ses craintes et la non-écoute de son ami par rapport à ses avertissements, bah elle va rester la meilleure amie de Sandra et continuera à les voir quotidiennement, mais avec un peu plus de crainte envers Travis. Et en même temps, franchement, on peut la comprendre. À cette période, Travis avoisinait les 1m30 pour 60 kg, et chose assez importante à savoir, la force des chimpanzés est 2 fois supérieure à celle d'un homme à poids égal. Donc les Herald avait un chimpanzé mâle adolescent rebelle d'1m30 avec la force d'un homme de 120 kg. Encore une fois, on peut comprendre la crainte de Charla. L'année de 2003, ça a été une des années les plus chaotiques pour Travis. Il était de plus en plus rebelle, n'en faisait qu'à sa tête, et pourtant, bah ça inquiétait clairement pas les Herald, ils s'en foutaient totalement. Pour eux, l'adolescence, c'était qu'une phase totalement normale pour un enfant, aussi bien un enfant humain qu'un enfant chimpanzé, et cette vision des choses, elle va que très peu changer jusqu'à l'événement qui va prendre place en octobre 2003. Malgré son côté rebelle, Jérôme continuait d'emmener Travis au parc. Lorsqu'il l'emmenait, il prenait presque tout le temps la même route avec Travis, qui lui était attaché sur le siège passager, et ce chemin comprenait entre autres une très grosse intersection. À l'approche de celle-ci, Jérôme et Travis se retrouvent côte à côte avec une autre voiture, et le passager de celle-ci va faire un truc de gros con, il va balancer sa canette vide par la fenêtre. Et ça aurait pu s'arrêter là, juste un con qui balance une canette par la fenêtre, sauf que cette canette, elle a atterri sur la voiture de Jérôme, ce que Travis a très bien vu. Chez les chimpanzés, le fait de lancer un objet sur un autre individu, c'est un signe très clair d'agression et c'est très souvent un comportement de provocation et de domination, ce que Travis a instinctivement compris de cette façon. Il s'est alors détaché de la voiture et il est sorti alors que les 2 voitures roulaient encore, puis va se mettre à poursuivre à toute allure la voiture du mec qui a lancé sa canette. Poussant des cris de colère que Jérôme n'avait jamais entendus, il va finir par rattraper cette voiture qui était finalement bloquée par cette fameuse intersection. Il va ensuite se mettre à frapper frénétiquement la portière du passager et tenter de l'ouvrir pour le sortir de la voiture, ce qui va pas réussir. Travis, au début aveuglé par sa colère, va très vite se rendre compte de la situation. Il est entouré de voitures qui sont pour la plupart en train de klaxonner, à plusieurs dizaines de mètres de son seul repère qui est Jérôme, mais malgré ce stress qui est en train de grandir en lui, il va prendre la décision de continuer son assaut. Voyant que la situation n'évolue absolument pas, il y a la police qui finit par arriver sur la scène quelques minutes plus tard. Jérôme va directement leur expliquer la situation et va leur confier les friandises
friandise préférée de Travis afin de le calmer. Ils vont ensuite réussir à l'approcher pour l'attirer dans le véhicule de Jérôme, mais une fois qu'il rentrait dedans, il mangeait la friandise et directement après, il reprenait sa démonstration de dominance et d'agressivité, ce qui bloquait l'intégralité du trafic sur place. Ces allers-retours, ils ont duré comme ça plusieurs heures, et plus le temps avançait, plus la tension se faisait sentir, tant pour les policiers que pour Travis. Il était de plus en plus agité et agressif, et de moins en moins réactif aux tentatives d'approche des policiers. Après près de 3 heures de tentatives, Travis en avait clairement assez. Il était perdu entre la peur et la colère, et il tenta d'attaquer un policier et de le mordre à la main. In extremis, le policier a réussi à s'éloigner et à ne pas subir de blessures, mais clairement, le ton de la situation avait changé. Ils ont donc demandé une autorisation à leur supérieur pour lui tirer un sédatif afin de contrôler la situation, autorisation qu'ils ont évidemment eue, ce qui leur a permis d'endormir Travis et de contrôler la situation pour ensuite le ramener chez lui pendant qu'il était endormi. Alors ok, je suis d'accord que peut-être vous trouvez pas cette première interaction digne d'un film d'action. Il y a personne qui s'est fait bouffer, il y a personne de mort, mais déjà j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas où je vous emmène. Et ensuite, cette scène elle marque le début très clair des problèmes qu'avoir un chimpanzé constamment au contact des humains soulève. Vous pourrez l'éduquer autant que vous voudrez, certaines situations feront ressurgir leur instinct sauvage, ce qui l'empêchera de vivre en société et va inévitablement finir par causer des drames. Et heureusement, mais malheureusement en même temps, il y a eu absolument aucun blessé lors de cet événement ce jour-là. Et si je dis malheureusement, c'est parce que vu qu'il n'y a eu aucun blessé lors de cette journée, il n'y a aucune mesure qui va être mise en place pour encadrer Travis, ou ne serait-ce même que pour prendre en compte le potentiel danger qu'il peut représenter. À la place, il va simplement être ramené endormi chez lui, et il va être ensuite un peu moins exposé par ses parents, mais c'est tout. Sandra, dans sa naïveté et sa stupidité la plus totale, désolé mais il faut le dire, elle va commencer à demander des conseils aux médecins de l'époque pour calmer Travis sur son côté rebelle justement. Et j'ai bien dit médecin et pas vétérinaire. Les médecins qu'elle va voir vont finir par lui prescrire un médicament pour le calmer, et ce médicament, c'est du Xanax. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce médicament qui peut être ultra dangereux s'il n'est pas utilisé correctement, le Xanax, c'est un médicament qui est utilisé pour calmer les troubles anxieux généralisés, mais aussi la dépression. Sauf que s'il est mal utilisé, il peut devenir extrêmement addictif, peut causer des pics d'agressivité, voire même des hallucinations. Ce qui est un sacré cocktail pour un chimpanzé adolescent rebelle qui a la force d'un homme de 120 kg, je le rappelle. Du coup, à partir de cette période, Sandra va commencer à utiliser ce Xanax qu'elle va mettre dans des cookies ou des friandises qui vont servir à calmer Travis lors de ses crises, ce qui va créer un équilibre psychologique encore plus précaire chez lui, mais qui va fonctionner pendant un certain temps. Quelques mois plus tard, il y a un drame pour Sandra et Travis qui va surgir subitement. Jérôme va décéder des suites d'une très longue maladie. Cet événement, il va avoir l'effet d'une bombe sur Sandra, mais aussi sur Travis, qui perd l'un des 2 seuls repères qu'il a dans ce monde humain qu'il connaît absolument pas. À partir de là, Sandra va entamer une profonde dépression, qui va être un petit peu atténuée par la présence à certains moments de Charla, mais surtout de Travis, qui devient son unique support émotionnel au quotidien. Et oui, pour rappel, son support émotionnel, c'est un chimpanzé adolescent qui boit de l'alcool et qui est shooté au Xanax. Il y a clairement mieux comme support émotionnel. À partir de ce moment-là, il y a un très grand flou de 5 ans sur ce qui a pu réellement se passer dans la vie de Charla, mais surtout de Sandra et Travis. On sait que Travis a continué de grandir jusqu'à atteindre les 1m50 pour 90 kg, que Sandra n'a jamais cessé d'aimer Travis, que certaines règles comme son endroit pour dormir avaient changé, et que Travis dormait maintenant assez souvent dans le même lit que Sandra. Et non, pour les personnes avec les esprits les plus mal placés, là on parle d'une femme qui est en profonde dépression et qui dort avec son chimpanzé qu'elle considère comme son fils parce que c'est son support émotionnel, rien de plus. S'il vous plaît, n'allez pas m'inventer des trucs super chelous dans les commentaires. Travis, lui, a continué d'être traité comme un roi par sa mère adoptive, et cet équilibre fébrile a duré ainsi pendant encore quelques années, jusqu'au jour fatidique, le 16 février 2009, où il a fini par voler en éclats. Ce jour-là, Travis entame la journée par une crise d'agressivité particulièrement virulente. Il veut absolument rien écouter et Sandra tente tant bien que mal de le calmer. Elle va utiliser le seul moyen qui fonctionne maintenant depuis plusieurs années et va tenter de lui donner des friandises remplies de Xanax pour tenter de l'apaiser. Elle va finir par réussir et le médicament va commencer à faire effet. Mais pour le détendre davantage, Sandra va vouloir tenter de l'emmener en balade. Tous les deux vont se diriger dans la voiture, mais finalement, Travis en a décidé autrement. Malgré le premier effet apaisant du Xanax, il va finir
finir par repartir dans une crise d'agressivité encore plus virulente qu'avant. Il va voler les clés de la voiture, partir en hurlant autour de la maison, en courant à toute vitesse, puis rentrer dans la maison et commencer à hurler sur Sandra. Et malgré tout l'amour qu'elle lui portait, Sandra, ça restait une femme d'un âge mûr, de plus de 70 ans, qui ne pouvait pas gérer cette crise toute seule. Donc elle a pris l'unique décision qui lui restait dans cette situation pour avoir un petit peu de soutien, et elle a appelé la dernière amie qui lui restait, Charla. Ça faisait maintenant plusieurs années que Charla n'était plus du tout à l'aise aux côtés de Travis, mais son amie venait de lui demander de l'aide et elle comptait pas la laisser tomber. Du coup, quelques minutes plus tard, Charla arrive, se garde dans l'allée comme à son habitude, et pour calmer Travis, elle a même pris le temps d'aller lui chercher son jouet favori, Chatouille-moi Elmo. Bien que très peu à l'aise, Charla va se mettre à appeler Travis qui s'était réfugié dans la maison. Elle va commencer à essayer de lui montrer son jouet favori, qu'elle pensait qu'il allait agir comme une sorte de canalisateur pour l'apaiser. Travis s'approcha de la fenêtre, vit Charla et son jouet, et fut empli d'une fureur qui n'avait jamais été observée par ses proches auparavant. Le petit détail que je vais vous donner et auquel Charla et Sandra n'avaient absolument pas pensé peut paraître totalement anodin. Même pour nous, vous allez voir, je vais vous le dire, il peut paraître totalement ridicule. Mais pourtant, ça a été un des événements déclencheurs de cette attaque. En fait, le jour où Charla est venue pour aider Sandra, elle avait tout simplement changé de coiffure. Travis se mit donc à sortir fou de rage, plaqua Charla au sol, lui attrapa la tête et commença à lui dévorer le visage. Le premier réflexe de Sandra, ça va être de prendre une pelle qu'elle va utiliser pour essayer de l'arrêter, ce qui va absolument pas marcher. Puis elle va ensuite aller chercher un couteau de cuisine qu'elle va utiliser pour essayer de l'arrêter comme elle peut, mais ça va absolument rien lui faire, si ce n'est le rendre encore plus furieux que ce qu'il était déjà. Il se mit à redoubler d'efforts dans son attaque contre Charla, et bien que dans une rage absolument terrible, il s'est jamais retourné et n'a pas attaqué Sandra, mais il lui a fait extrêmement peur. Terrifiée, elle va aller se réfugier et va s'en suivre l'appel téléphonique que je vais vous faire écouter. Mais je vous préviens, même si je vous ai déjà décrit la scène qui est déjà assez choquante, l'appel téléphonique, il peut vraiment perturber les plus sensibles, donc ne l'écoutez que si vous êtes vraiment prêt. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh, He ripped her apart? listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen to me. Please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. Just breathe, Sandra. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. It don't matter. It don't matter. He will rip the doors right Sandra, open. just do what I'm telling you to. Stay in the car. The police officers will handle it. Une fois l'appel terminé, la police arrive sur place et s'ensuit la scène que je vous ai décrite au début de la vidéo. Travis se met à charger la voiture de police, se fait tirer de 4 balles dans le torse, ne tombe pas et finit par se réfugier dans sa cage dans la maison, là où il finira par décéder d'une hémorragie interne. Mais alors pourquoi Travis s'en est pris à Charla ?
Parce que ok, elle a changé de coupe de cheveux, mais c'est pas la première fois en 14 ans non plus. Pendant un bon bout de temps, Travis il va être dépeint comme un monstre sanguinaire, puis il y a des vraies théories et explications qui vont commencer à sortir, et la véritable explication qui va être retenue, ça va être la suivante. Déjà, Travis était totalement déséquilibré. Il vivait une vie d'humain qui n'était pas faite pour lui, malgré les apparences et la bonne volonté de ses parents adoptifs, totalement inconscient de ses besoins primaires. Ensuite, évidemment, il y a l'alcool et le Xanax qui a joué un rôle majeur dans son déséquilibre et son évolution. Et en plus, il finit par perdre l'un de ses deux seuls repères, Jérôme, qui décède en 2004. Ça partait déjà super mal avec ces éléments, mais si en plus on se rappelle qu'il n'a eu absolument aucune éducation naturelle, ce qui peut grandement déséquilibrer un animal, on commence à un petit peu mieux comprendre le tableau. D'autant plus qu'au début de la vidéo, je vous l'ai pas précisé, mais l'établissement dans lequel il est né, il a été la cible d'énormément d'associations, notamment pointant du doigt le mauvais traitement des animaux. La mère de Travis, elle de son côté, elle a tenté de s'enfuir en 2003 accompagnée d'autres chimpanzés, et le propriétaire de l'établissement les a tous abattus, ce qui peut nous faire un peu plus comprendre l'environnement dans lequel il est né, mais aussi ses 5 premiers jours d'existence. Suite au décès de Travis, il y a eu également des tests pour voir s'il avait été atteint de la rage, ce qui aurait pu également justifier son attaque. Mais ça s'est révélé négatif, donc l'attaque a été justifiée de cette façon. Travis, totalement désorienté par les effets du Xanax que l'on a retrouvé sur ses gencives, a été pris d'une poussée de colère liée aux médicaments. Son âge favorisant les tendances des comportements de dominance et l'idée qu'une personne qu'il pensait ne pas connaître avait pu lui voler son jouet favori, a été l'élément déclencheur de sa rage dévastatrice. Mais quand bien même il était dans cet état totalement second et dans cette rage totalement furieuse, il ne s'est pas résolu à attaquer sa mère adoptive et a tenté d'évacuer sa frustration et sa colère uniquement sur Charla. Ce drame a laissé Charla dans un état absolument terrible, parce que oui, elle a réussi à survivre malgré ces événements. Elle a perdu ses 2 mains, la vue, et a dû subir énormément de greffes de peau sur le visage afin de survivre. Et sans vous décrire l'ampleur des blessures de Charla au moment de son attaque, sachez juste qu'il y a une cellule psychologique exprès qui a été ouverte pour les médecins qui se sont occupés d'elle, à tel point son état était monstrueux. C'était vraiment une boucherie. L'année suivante, elle porta plainte contre l'état du Connecticut pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour encadrer Travis, mais cette plainte ne donnera rien. Aujourd'hui, elle est encore en vie et elle milite activement pour interdire les primates comme animaux de compagnie. Sandra, elle, de son côté, est morte d'un anévrisme le 24 mai 2010, finissant sa vie âgée et dévastée psychologiquement. Comme je vous l'ai laissé entendre au début, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de méchants, et tout le monde est plus ou moins une victime. Sandra et Jérôme ont été victimes de leur insouciance et d'une société leur permettant l'acquisition d'un tel animal sans avoir aucune qualification, même si, on est d'accord, ils restent coupables de leur stupidité et des décisions débiles qu'ils ont pris, comme l'alcool et le Xanax, qui ont obligatoirement joué un énorme rôle dans le déroulé des événements. Charla, elle a été victime de l'attaque, bien évidemment, mais elle a aussi été victime de l'inaction de la société lors des signes précurseurs de l'incontrôlabilité de Travis, par exemple en 2003. Et finalement, à mon sens, Travis, c'est sûrement la plus grosse victime de cette histoire. Il a vécu toute sa vie dans une prison dorée, dans un système l'ayant fait vivre une vie loin de sa mère biologique, de son espèce, auprès d'humains tentant de le formater à l'image d'un enfant qu'ils ont perdu, sans jamais réussir à combler les simples besoins primaires dont il avait la nécessité. Cette histoire, elle nous rappelle très clairement l'importance pour les animaux sauvages, pour leur mental et leur bien-être, de vivre juste dans la nature. Aujourd'hui, même si énormément de zoos ont fait des efforts sur le bien-être des animaux et dans le but de conserver certaines espèces, certains animaux restent victimes d'un système carcéral qui les enferme dès leur plus jeune âge dans un seul but de profit. Et attention, je dis pas que c'est le cas de tous les zoos, il y en a énormément qui sont bien en France, mais il y en a quand même encore énormément qui n'ont pas le bien-être animal et la conservation des espèces dans leur priorité. Et surtout si on sort de l'Europe. Si vous souhaitez observer des animaux sauvages, bah évidemment privilégiez l'exploration dans la nature. Mais si c'est pas possible parce que vous vivez en ville, bah dans ce cas-là privilégiez les réserves qui mettent le bien-être de leurs animaux en priorité. Si vous l'avez pas encore vu et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les chimpanzés, je vous mets ma vidéo sur la guerre des chimpanzés de Gombe juste ici. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description pour aller découvrir d'où vous venez et recréer l'entièreté de votre arbre généalogique. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Travis en commentaire et de rejoindre le Discord qui est en description. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Kumo, ciao.